Bien, bonjour à tous. Bienvenue donc pour ce retour d'expérience de la métropole Rouen-Normandie, une stratégie différenciée d'intervention sur les copropriétés à Saint-Étienne-du-Rouvray entre recyclage et redressement. Nous avons le grand plaisir donc d'accueillir pour cette session Déborah Lefrançois, responsable du département développement territorial à la commune de Saint-Étienne-du-Rouvray, et Christelle Dubosc, chef de projet copropriété à la métropole Rouen-Normandie. Mesdames, vous allez nous présenter le processus qui a abouti aux prises de décision sur le recyclage des copropriétés ainsi que les modalités opérationnelles, sans oublier quelques points de vigilance. Avant de vous passer la parole, quelques précisions techniques, je demanderai donc aux participants de bien vouloir couper les micros et les caméras. Et pour les discussions, donc vous pouvez soit, vous avez le mode chat, donc vous pouvez poser vos questions par écrit ou encore à la fin de la présentation en levant la main. Donc Déborah Lefrançois, c'est à vous, je vous passe la parole. Bonjour à tous. Alors, Saint-Étienne-du-Rouvray est donc situé en Seine-Maritime, au cœur de la métropole Rouen-Normandie, et comprend 4 quartiers en géographie prioritaire, dont celui du Château-Blanc, qui est classé comme le quartier le plus défavorisé de la métropole. Depuis 30 ans, ce quartier intègre tous les dispositifs de la politique de la ville. Si cette copropriété, voilà, merci pour le slide. Si les copropriétés d'origine donc assuraient parfaitement leur rôle dans le parcours résidentiel, la situation s'est détériorée dès la fin des années 80 avec la vente massive à la découpe de patrimoine privé qui était tenu en monopropriété par des institutionnels et donc la création de nouvelles copropriétés dont le peuplement s'est déséquilibré avec le départ progressif des copropriétaires historiques et l'arrivée graduelle de populations de moins en moins solvables et ignorant les règles de fonctionnement d'une copropriété. On peut passer à la slide suivante, s'il vous plaît. Merci. Les premières interventions publiques sur les copropriétés se sont déroulées dans le cadre du DSQ en 1989. Donc la ville s'y est lourdement engagée, allant jusqu'à devenir copropriétaire majoritaire de la copropriété la plus fragile. Néanmoins, ce processus-là a permis de stabiliser les copropriétés et la dynamique globale du PRU, réalisée sous la forme de démolition, reconstruction, a permis de remanier dans sa quasi-totalité le parc locatif social du Château-Blanc. Néanmoins, du coup, la période du PRU ne s'est consacrée que sur le logement locatif social et, entre guillemets, a un petit peu mis de côté les copropriétés. En 2016, donc, la phase de protocole du NPNRU a permis d'élaborer une stratégie globale d'intervention visant à recoudre le tissu urbain et social à l'intérieur du Château-Blanc et sur ses franges. Donc, associé à un projet de requalification du centre économique, social et culturel du quartier que vous pouvez voir en violet sur la carte de droite. Le projet Habitat donc, vise à maintenir l'attractivité du parc locatif social, donc celui qui a été remanié dans le cadre du PRU, tous les éléments jaunes, et puis l'existant conservé qui a été réhabilité, donc en bleu clair sur la carte. Le projet Habitat vise également donc à endiguer la marginalisation des copropriétés dégradées, donc elles sont localisées en bleu foncé, et donc en vue de poursuivre l'effort de diversification de l'offre d'habitat sur les réserves foncières propriétés de la ville que vous voyez en orange, donc essentiellement au cœur du quartier. Sur la slide suivante, donc, afin d'analyser la situation des copropriétés et de hiérarchiser leur dysfonctionnement et de déterminer les niveaux d'intervention à mettre en œuvre, la ville a engagé donc en octobre 2016 une étude sur les 8 copropriétés en difficulté du Château-Blanc, donc pour un total environ de 807 logements. Cependant, devant les enjeux financiers et le manque un petit peu de légitimité à intervenir,
la ville et ses partenaires ont tenu plutôt une position d'équilibre jusqu'aux conclusions de l'étude en juin 2017, qui ont donc permis de confirmer la situation la plus préoccupante, à savoir celle de la copropriété Robespierre, qui par ailleurs a été placée dès décembre 2015 sous administration provisoire. Sur la slide suivante, les conclusions de l'étude sur les copropriétés en difficulté du Château Blanc ont donc permis à la fois d'acter l'impossibilité pour la copropriété Robespierre de se redresser sans une intervention massive et globale des pouvoirs publics et d'arrêter une stratégie d'intervention différenciée pour rétablir autant que possible la copropriété Robespierre dans un fonctionnement pérenne. Donc, au regard de sa localisation urbaine, l'immeuble Sorano, immeuble bar en R+9 au pied des individuels reconstruits dans le cadre du PRU, au regard de son état technique, puisque dès 2015, les ascenseurs ont été condamnés au sol pour risque, et au regard des conditions d'occupation de l'immeuble, puisque nous avions une multiplicité des squats et donc de tous les dysfonctionnements qui les accompagnent, il a donc été décidé du retrait de l'immeuble Sorano du reste de la copropriété Robespierre pour pouvoir procéder à sa démolition. Donc, spécifiquement, la démolition de l'immeuble Sorano a été menée donc, dans le cadre du NPNRU, sous maîtrise d'ouvrage ville et avec le concours expérimental de l'EPF de Normandie. Donc, les acquisitions ont été menées par le PFN dans le cadre d'une déclaration d'utilité publique que nous avons obtenue en février 2019. Donc, c'est une DUP pour réserve foncière qui a été retenue et non une DUP pour projet urbain, puisque nous sommes dans un marché métropolitain de l'habitat détendu, que les promoteurs ne se bousculent pas pour s'engager dans un projet de diversification de l'offre d'habitat sur un secteur en plein cœur de QPV, et que la proximité immédiate du reste de la copropriété Robespierre, qui nécessite également une intervention publique, obère l'attractivité du site. Donc, même si nous avons en tant que tel un projet urbain sur le papier, sa mise en œuvre est forcément ultérieure, d'où la DUP réserve foncière. Les relogements sont donc intervenus dans le cadre d'une mousse. Cependant, je vous l'ai dit, donc beaucoup de squats. Donc, au regard de sa dangerosité liée à son occupation, l'immeuble Sorano a fait l'objet, dès septembre 2019, d'une procédure d'évacuation qui a donc précipité les phases de relogement et d'accompagnement des occupants. Donc, cela a également impliqué d'engager de très gros frais liés à la sécurisation de l'immeuble pour empêcher de nouveaux squats. Et donc une sécurisation dans l'attente de la démolition de l'immeuble. Aujourd'hui, la démolition est en cours. Elle a démarré en mars 2020 et doit donc s'achever en novembre 2021. Donc là, je vais me permettre de repasser la parole donc à Christelle Dubosc. Bonjour. Donc, pour la suite de le reste de la copropriété Robespierre, suite à l'étude qui avait été réalisée, il avait été décidé de mettre en œuvre un plan de sauvegarde. Donc, en 2018, il y a eu une commission de plan de sauvegarde qui a été instaurée. Et là, il y a eu une nouvelle étude qui a été réalisée. Et en fait, cette étude a montré une augmentation des dégradations, une augmentation des dégradations, avec notamment les difficultés financières qu'on aurait pensé résoudre par le... Ah, on m'entend mal, désolé. Là, ça va mieux. Ça va mieux. Qu'on pensait résoudre par une partie de récupérer les dettes impayées suite à la vente des logements de Sorano. En fait, il s'avère que le reste de la copropriété et des autres copropriétaires avaient aussi également beaucoup de dettes, et aussi la difficulté par rapport au marché de la copropriété, qui fait que les différents scénarios proposés
était difficile. Donc du coup, suite à cette étude, il a été proposé 4 scénarios aux collectivités, ce qui passait d'un portage massif pour redresser la copropriété, par des portages mixtes, des acquisitions à amélioration par des bailleurs sociaux. Et donc les différents avantages et inconvénients de ces procédures ont été présentés. Et au vu des difficultés et des dispositifs existants, il a été choisi en fait de demander la carence de la propriété. Et aussi parce que sa dette était très importante, plus de 150% de dette d'un pays. Donc, une fois que la commission a pris cette décision de réaliser la carence de la copropriété, donc en fait, c'est une procédure judiciaire qui dit que en fonction de enfin, c'est de montrer, enfin, le juge va devoir prouver enfin, valider ou pas, que la copropriété n'est pas en état de garantir la sécurité de ses habitants. En fait, que ces dettes sont trop importantes par rapport aux travaux à réaliser. Donc, pour faire cette procédure de carence, c'est le préfet qui a saisi le juge, avec l'accord du maire de Saint-Étienne-du-Rouvray et du président de la métropole. Donc, cette procédure judiciaire s'est engagée en mai 2020. Il y a aussi eu avant un travail qui a été mis en œuvre pour préparer cette procédure, pour que tous les éléments, par exemple, il fallait qu'on ait les dettes de Sorano qui soient retirées, enfin que le projet soit suffisamment en avance. Et donc, du coup, un groupe projet a été mis en place par la métropole avec les différents partenaires, que sont donc la ville, l'État. Alors, on a les services de l'ANA, la préfecture, la DDT, et également le département, la région et bien sûr l'administrateur provisoire, qui a une place importante au niveau de la copropriété. Et alors, en même temps que de préparer la procédure de carence, procédure judiciaire, la métropole, qui n'a pas les compétences internes pour gérer ce type de projet, a décidé de recruter un concessionnaire qui serait chargé de l'intégralité du projet, donc de mettre en œuvre la DUP, de faire l'acquisition des logements, gérer le relogement, et ensuite effectuer sa démolition et le recyclage de la copropriété. Donc, on a prévu. Donc, ce groupe de travail a aussi travaillé sur la mise en œuvre du recrutement du concessionnaire. Notamment, il y a eu différents échanges, comme par exemple la DDT. Alors, c'est un projet qui est suivi par l'ANA, qui sera financé par l'ANA, mais pour une égalité de traitement avec le reste du quartier, on intègre des demandes qui sont liées aussi à l'ANRU, comme par exemple des clauses d'insertion dans le projet. Donc là, en mars 2021, fin mars, le juge a notifié la carence, a prononcé la carence de la copropriété. Et alors, on avait mené la procédure de recrutement en parallèle, mais les délais ne correspondent pas forcément. En ce moment, on finalise la procédure de recrutement du concessionnaire. Donc, ce qu'il fallait également, c'était tout le long de la procédure de suivre la gestion provisoire de la copropriété, avec des travaux d'urgence qui ont quand même été réalisés pour mener à mieux le sujet. Donc là, voilà, c'est en cours pour la copropriété. Et ensuite, donc, sur les autres copropriétés du quartier, les 5 autres copropriétés du quartier, 7 autres, pardon, copropriétés du quartier qui représentent 501 logements. Les dégradations étaient moins importantes, mais il y avait quand même des difficultés financières, d'occupation et une nécessité de réaliser des travaux, notamment de mise en norme et aussi de rénovation énergétique. Il a été décidé, donc, suite à l'étude de 2017, de s'orienter vers une OPA, copropriété dégradée. Donc, cette OPA permettrait donc d'une part le redressement de la copropriété, donc au niveau d'un accompagnement des copropriétaires à apprendre à savoir mieux gérer la copropriété, et aussi ensuite à réaliser les travaux, donc des travaux d'urgence dans un premier temps, et puis les travaux d'amélioration de l'habitat. Donc, cette OPA, normalement, elle devrait démarrer on voulait lancer cette OPA fin 2021.
on est plus parti pour 2022, avec qui serait sur une durée de 5 ans. Et en premier lieu, elle aurait quand même une actualisation de l'étude, car la situation des copropriétés a évolué depuis 2017, et pour être sûr de ne pas se tromper sur les procédures à mettre en œuvre. Donc, alors, donc tous ces différents dispositifs mis en place sur les copropriétés de Saint-Étienne-du-Rouvray, on s'est dit qu'il fallait mieux mettre en œuvre un dispositif ensemblier qui permettrait de pouvoir avoir une gestion commune et une coordination technique et politique commune sur le quartier. Donc, en plus, il intègre aussi d'autres dispositifs que la ville a mis en place, comme le permis de louer ou un travail sur la consignation des aides au logement. Donc, en fait, la métropole a décidé, avec la ville, de mettre en place une ORCOD. Donc, attendez, c'est les sigles. Donc, c'est une opération de requalification des copropriétés dégradées. Donc, l'ORCOD mis en place sur la métropole de Rouen est une ORCOD de droit commun. Et en fait, elle devrait permettre aux copropriétés de retrouver, pour lesquelles c'est possible, un fonctionnement normal, pour pouvoir maintenir un habitat privé de qualité sur le quartier. Également favoriser le mixité et les parcours résidentiels, et essayer de faire retrouver un marché normal, un marché immobilier normal sur le quartier. Et après, travailler aussi sur pour les immeubles ne pouvant pas se redresser, c'est d'assurer la mise en œuvre de l'ensemble des moyens nécessaires pour le recyclage de ces immeubles. Donc, dans cette ORCOD, il est prévu en fait de regrouper l'ensemble des engagements communs de chaque partenaire. Donc, ces engagements sont financiers, mais aussi il y a la mobilisation des moyens humains qui peuvent passer par exemple par les travailleurs sociaux du département qui sont associés au projet, également par les mobilisations de toutes les compétences nécessaires au projet, parce qu'en fait, il y a de nombreux acteurs qui travaillent dessus, et chacun, par exemple, on sollicite également Action Logement pour l'accompagnement au relogement, la sollicitation du contingent préfectoral, qui peuvent être transversales sur les trois projets. Donc, on peut passer à la suivante. Pour mettre en œuvre ces projets, on a eu différents pour les leviers et les difficultés. Alors, il y a eu d'abord des difficultés du cadre réglementaire. Donc, il existe de nombreux dispositifs mis en place par le législateur, mais ils ne sont pas forcément mis en œuvre ou très développés. Donc, comme par exemple la carence, il y a très peu d'autres exemples en France. Donc, du coup, leur mise en œuvre est parfois compliquée et méconnue. Et en plus, il y a une nécessité d'articuler les différentes procédures en fonction des compétences, soit la ville, la métropole ou d'autres partenaires. Voilà. Après, il y a eu également des dispositifs financiers. L'enjeu financiers sont importants, et pour pouvoir arriver à les mettre en œuvre, il faut pouvoir demander des dispositifs exceptionnels, voire dérogatoires, comme l'utilisation de l'ANRU pour la démolition de Sorano, l'utilisation du fonds friche, qui n'était pas évident. Et donc, ça rend les plans de financement complexes et difficiles à être figés. Et, ce qui, par exemple, le retard qu'on prend sur l'OPA est en partie lié aussi avec les difficultés de figer les dispositifs financiers, comme par exemple MaPrimeRénov' copropriété qui a évolué en cours d'année, depuis l'année dernière. D'autres difficultés, c'est un problème de temporalité. Alors, on a des temps politiques, administratifs, judiciaires difficiles à articuler. Notamment pour la carence, la procédure judiciaire, on n'avait aucune notion du temps que le juge allait prendre ses décisions. Ça s'est fait très vite pour nous. Après, le temps politique avec les élections et même le Covid n'a pas nous fait prendre du retard.
Donc, c'est pour ça qu'il y a une importance de faire une gestion provisoire des copropriétés, qui peut être par le portage de l'eau, la gestion urbaine de proximité. Il faut aussi pouvoir gérer la sécurité, dont on a des soucis de squat, de population, d'arrivée de populations nouvelles, notamment on a des Syriens, des communautés de Syriennes, de gens du voyage. Et donc mettre toutes les procédures. Et donc un accompagnement quotidien et une communication auprès des habitants est nécessaire aussi, parce qu'il y a beaucoup d'attentes et beaucoup d'inquiétudes, il faut comprendre. Et tous ces éléments font que ça nécessite aussi quand même beaucoup des besoins d'ingénierie importants et des moyens humains importants de la part des collectivités et des différents partenaires. Très bien. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie beaucoup, Madame Lefrançois, Madame Dubosc. Je vous propose de passer aux échanges. Je ne sais pas si vous souhaitez prendre la parole ou si vous préférez donc utiliser le chat pour poser des questions. Je vous demanderai à nouveau de bien vouloir fermer les micros quand vous ne prenez pas la parole, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de bruit parasite. Alors, qui pose la première question? Je voudrais aussi saluer Hélène Leray et Claire Lebrun qui ont été nos expertes en rue pour cette session. Donc, n'hésitez pas, vous savez que vous avez été très complète et très complémentaire dans vos présentations, mais vous avez sans doute des demandes de précision ou peut-être des témoignages à apporter par rapport à ce type d'opération. Peut-être un mot, Christelle Dubosc, vous avez évoqué les clauses d'insertion qui avaient été demandées par l'ANRU. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Oui, en fait, comme dans l'ANRU, il y a une demande de mettre en œuvre des clauses d'insertion pour favoriser l'emploi des publics des quartiers prioritaires. Au vu du montant du projet, quand même 20 millions d'euros, qui est financé à 80% par l'ANA, la DDT, et elle a eu fortement raison, nous a demandé d'intégrer les mêmes clauses, de demander qu'une participation de ces publics prioritaires aux travaux quand c'est possible, parce que sur les démolitions, c'est quand même difficile, mais tout ce qui peut être déménagement, sécurité ou même des travaux administratifs pour faire travailler des femmes, soit intégré également au projet. Donc, on a intégré cette clause dans le contrat de concession. D'accord, très bien, merci. Et j'ai presque aussi envie de vous demander à toutes les deux, puisque vous nous avez présenté les difficultés, et voilà, toutes ces difficultés un petit peu en termes de réglementation, de financement, de temporalité. Mais si je vous demandais à toutes les deux quel est un petit peu le point fort. Alors moi, j'ai noté le travail partenarial en vous écoutant qui ressort très, très fortement. Mais est-ce qu'il y a d'autres points peut-être que vous auriez envie de mettre en valeur, vraiment en termes de points forts? Moi, je mettrais quand même un point fort sur la présence de la ville auprès des copropriétaires et tout ce qu'elle fait, notamment sur la gestion urbaine de proximité. Je pense que c'est important ce qui est fait quand même. D'accord, très bien. Alors effectivement, moi, je pense qu'il y a plusieurs facteurs de réussite pour ce genre d'opération. Le premier, ça reste malgré tout un pilotage politique extrêmement fort. Et puis, bien sûr, en découle, quand tout va bien, une pleine adhésion de tous les partenaires. Je sais qu'au tout début de l'opération, nous étions quand même un petit peu tous perdus dans les méandres des procédures et des interventions. Et l'ANRU a mis immédiatement à notre disposition son pôle d'appui opérationnel. Et ça nous a très fortement aidé à y voir plus clair et y compris à sécuriser un petit peu les décisions des élus. Christelle Dubosc l'a dit, il y a effectivement aussi l'adhésion des partenaires permet indirectement de bénéficier de régimes expérimentaux et dérogatoires. C'est dans ce cadre-là que la région a pu participer puisqu'on a eu recours au fonds friche
Donc, c'était une manière un petit peu indirecte aussi de pouvoir mobiliser la région. L'ANRU a pris en charge des frais exceptionnels. Je vous ai dit qu'on avait eu de très gros frais s'agissant du gardiennage et l'ANRU l'a pleinement pris en compte. Au titre d'une avance de participation au plan de sauvegarde, c'est vrai que, y compris la région, nous a également accompagnés sur des travaux exceptionnels. Donc voilà, tout l'ordonnancement un petit peu de régimes expérimentaux et dérogatoires, ça reste un des facteurs de réussite. Christelle le souligne, on a eu cette chance aussi d'avoir une très bonne connaissance de nos copropriétés, une connaissance des syndics qui sont pour partie quand même les mêmes depuis longue date, une très bonne connaissance des conseils syndicaux, conseils syndicaux qu'on intègre aussi dans nos comités d'acteurs de la gestion urbaine de proximité. Et puis nous-mêmes, nous sommes alors membres de droit ou je dirais membres honoraires dans les conseils syndicaux, de manière effectivement à suivre un petit peu tous ces désordres. Et puis, on a la chance d'avoir une structuration interne avec beaucoup de compétences et beaucoup de personnel, et tout le monde a été très, très fortement mobilisé. Donc, voilà, déjà, ne pas sous-estimer la nécessaire ingénierie humaine, et puis être en capacité de la mobiliser. C'est sûr qu'au moment de l'évacuation de l'immeuble Sorano, voilà, toutes les notifications, on les a faites en porte-à-porte, on a fait des permanences journalières, ça a été assez lourd. Donc, je pense que dans les facteurs de réussite, tous ces points-là peuvent compter. Très bien, merci beaucoup. Nous arrivons déjà presque au terme de cette session. Je vous poserai peut-être une dernière question donc sur en fait la communication que vous avez assurée auprès des habitants. Donc sous quelle forme et à quelle temporalité? Peut-être en 1 minute. Prends la main, Christelle. Sur l'opération Sorano, dès le début, dès qu'on a eu connaissance effectivement des modalités d'intervention, on a fait une réunion publique d'information. On en a fait 2 même distinctes, hein, une relevant de Sorano à destination des copropriétaires bailleurs et des copropriétaires occupants ainsi que des locataires, de manière à ce qu'ils puissent appréhender un petit peu l'ampleur de l'opération, qu'ils puissent comprendre dans quel cadre allait s'opérer l'enquête sociale qui était nécessaire pour établir le plan de relogement. On avait donc communiqué sur le rôle de chacun et les intervenants, le nom, les coordonnées des intervenants, de manière à ce que les gens aient des interlocuteurs à mettre en face. Il y a eu beaucoup de permanences du CAPS dans le cadre de la mousse, des permanences de nos élus également, à toutes les grandes étapes, que ce soit pendant les phases de négociation amiable des acquisitions, que ce soit dans la phase de relogement, dans la phase y compris de démolition, puisque la démolition est généralement source de stress lié au désamiantage et tout ça. Beaucoup d'éditions de flyers. On a créé un journal de proximité spécifique au quartier. Tous les éléments également liés donc à la gestion urbaine de proximité, hein, qui est un vrai support de communication de proximité. Voilà, donc toutes les étapes du projet ont donné lieu à diverses communications, plus le site internet, le journal municipal. Très bien. Eh bien, écoutez, il me reste à vous remercier. Merci beaucoup, Madame Lefrançois. Merci beaucoup, Madame Dubosc. Merci à vous qui avez suivi cette session tout à fait passionnante. N'hésitez pas à vous rendre sur tous les espaces donc du site des GRU 2021 pour poursuivre les échanges avec les intervenants au cours d'un café virtuel, pourquoi pas. Et donc, vous pouvez bien sûr également retrouver cette session en replay. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis donc à très bientôt pour la suite de nos échanges. Merci beaucoup à vous tous.